mesdemoiselles, messieurs, chers amis, c'est un plaisir pour moi-même pour me capable d'introduire la 4e conférence débat que nous gagnons au niveau de l'initiative de la société civile dans le cadre de Sanourele, programme de réflexion-action pour la dynamisation de l'économie haïtienne. Nous avons gagné déjà 3 conférences. Il y a un premier qui était parlé nous de l'économie haïtienne, Jodia, avec le professeur Edzer Emile. Nous avons gagné une conférence tout qui était parlé nous de crédit, avec ancien gouverneur de la banque, M. Charles Castel, et avec M. Jean-Louis, qui est un entrepreneur. Nous avons gagné ensuite, dernière conférence, c'était sur le tourisme, avec M. Pierre Chauvet-Fils et M. Christian Fonbrun. Jodia n'a pas abordé un sujet extrêmement important, la question de la fiscalité. Et cette conférence-là, c'est pour une fiscalité qui à la fois juste et qui favorable à la croissance économique. La fiscalité, son bagage qui doit intéresser tout citoyen. Parce que la fiscalité, c'est ce qui concerne la collecte des impôts, la collecte des taxes par l'État. Et l'État, un pays, pas capable de fonctionner sans ne pas gagner des ressources, sans que le pas percevoir des taxes et des impôts. Et tout citoyen qui en âge de travailler, qui gagne une activité, lui doit pour le porter une contribution dans le financement de l'État, dans le financement activité publique pays. Et il faut que la fiscalité ça soit juste. Juste en ce sens que les gens qui gagnent plus, eh bien, ils gagnent pour contribuer plus. Les gens qui gagnent moins, gagnent pour contribuer moins. Et peut-être les gens qui n'ont pas rentré du tout, eh bien, à ce moment-là, ils ne sont pas capables de contribuer. Maintenant, il faut que la fiscalité soit capable d'aider le pays à avancer. Parce que si la fiscalité ne pas permettre aux gens qui ont un capital de créer des emplois, parce que nous connaissons que ce n'est pas l'État lui-même qui pourra créer des jobs pour tout le monde, c'est en principe le secteur privé. Eh bien, il faut que les gens qui ont un capital là dans la main, il faut que les capables gagnent suffisamment d'argent pour les capables de créer travail, pour créer emploi. Donc, je dis, ces problématiques, ça, nous allons aborder. Il y a une fiscalité qui est à la fois équitable, elle ne veut pas dire qu'elle n'est pas craser telle catégorie et puis favoriser l'autre catégorie, et une fiscalité tout qui est capable de permettre que le pays a développé. Et après-midi, pour nous aborder la question, nous gagnons 2 experts. Il y a un expert qui est sorti dans le secteur privé, dans la société civile, et il y a un expert qui travaille au niveau de l'État. Première présentation, elle faite par le professeur Joseph Payan. Je crois que tout le monde qui est intéressé à la fiscalité, qui est intéressé à la question taxes, question impôts, connaît M. Payan, parce qu'ils sont véritables spécialistes dans la question ça. Parce qu'ils ont une formation très complète dans le domaine ça. Non seulement ils ont étudié les sciences comptables, non seulement ils ont étudié le droit, ils ont étudié l'économie dans l'Université d'État d'Haïti, il a étudié la fiscalité à l'École nationale d'administration et de finances, mais il a étudié tout à Harvard University aux États-Unis, côté
que l'ité fait une spécialisation dans comparaison politique de taxation et aussi politique d'administration. Et il écrit plusieurs livres sur code fiscal, qui est publié et qui est édité plusieurs fois. Il écrit livres sur administration fiscale et contentieux de l'impôt. Et non seulement c'est un auteur, ils sont grands fiscalistes, mais c'est un monde qui gagne une vie associative très importante. C'est un ancien président de l'Ordre des comptables agréés haïtiens, vice-président de plusieurs associations, et il formé une firme qui relève Bucofisc. Donc nous voyons que c'est un monde qui a une large expérience, et après-midi, nous sommes vraiment contents pour nous capables de présenter nous M. Joseph Payan, qui parle nous de la politique fiscale en Haïti, de la question, n'est-ce pas, de taxes et d'impôts. Nous avons un deuxième intervenant que je vais le présenter en détail tout à l'heure, mais déjà ma non-lit, c'est M. Romel Troisseau, qui est le directeur des études économiques au niveau du ministère de l'économie et des finances. C'est lui qui va le faire deuxième intervention. Pour l'instant, on va passer la parole à M. Joseph Payan. Bonsoir. C'est un véritable plaisir pour moi participer dans la série conférence organisée par la ISC. Le thème que nous proposons de développer, c'est pour une politique fiscale équitable et qui est favorable à la croissance inclusive. Donc, d'entrée de jeu, le font exposé ou bail objectif principal. Ça ne l'est fait, c'est sensibiliser l'assistance là sur l'impact fiscalité à gagner sous répartition richesse non pays. Ça veut dire comment impôt mounio pays a retourner vers eux-mêmes sous forme de services publics. Objectif principal ça, nous gagnons plusieurs objectifs spécifiques. Premier, c'est établir relation qui gagne entre fiscalité en Haïti et structure générale pays. Deuxième objectif spécifique, c'est souligner sommairement les mesures fiscales qui sont favorables à l'investissement en Haïti. On dit, chaque pays gagne obligation pour prendre des mesures fiscales qui peuvent attirer l'investissement. Donc, c'est dans ce sens-là, nous pensons, nous avons mentionné l'effort qui est fait en Haïti. Troisième objectif que nous gagnons, c'est attirer l'attention sur les grandes mesures opportunes à une fiscalité de rupture. Une fiscalité qui rompt avec tradition, mauvaise pratique. Et fiscalité ça, il peut faciliter une meilleure répartition impôt. Leur payer, ça veut dire la charge d'impôt, la répartie en fonction de capacité contributive mounio, et la fête après, lorsque comme la fini dans le trésor public, eh bien, comme ça, peut utiliser de manière transparente pour que les contribuables, les citoyens joignent des services publics en qualité et en quantité. Ça nous a relé une fiscalité qui a encouragé le civisme fiscal. Donc, une fois que nous finissons définir l'objectif SAIO, eh bien, nous allons regarder poids, importance, concept clé. Puisque thème, c'est politique fiscale équitable, favorable à la croissance inclusive, pour faciliter la compréhension de tout le monde, il est nécessaire que nous fassions la lumière sur le concept SAIO. Tout d'abord, l'on parle de politique fiscale, ou ensemble de mesures.
de décision qui orienté, tout en utilisant la fiscalité, orienté vers la collecte des ressources, tout en protégeant l'économie. Ça veut dire la fiscalité pas qu'à faite en dehors de l'économie. Impôt, yo prélevé sous mon sous forme revenu, sous dépenses ou bien consommation, et même sous biens que vous possédez, impôt sous capital, mais aucunement l'État pas capable poursuivre pour objectif que tu es pour là. Il faut pour là prendre jeu, pour nous comprendre ça me dit. Deuxième concept qui gagne, c'est le concept de équité. Lorsqu'on parle de équité, comme M. Desroches dit là, où est le côté équilibre, le côté justice. Eh bien, en matière fiscale, il y a deux critères qui permettent tout le monde comprendre ça où est l'équité. Premier critère, ça est le critère du bénéfice. Ça veut dire, toutes les fois que je jouis des services publics, il faut me payer obligation qui est liée à jouissance service. Exemple, si je passe une route et que sur route ça a un droit de péage, il faut me payer droit de péage. Donc, impôt ça me payer, droit ça me payer aller juste parce que si je ne pas utiliser passage ça, je vais payer impôt ça. Donc, impôt ça aller juste, équitable par rapport aux critères du bénéfice. Le second critère qui permet de comprendre en fiscalité le concept d'équité, c'est le critère de la capacité contributive. Ça veut dire, toutes les fois que l'État établit un impôt, eh bien, citoyens et les contribuables là, il faut tenir compte de capacité pour l'affronter fardeau qui est lié à l'obligation ça. Et c'est ça que fait, ou gagnez trois éléments qui permettent d'apprécier la capacité contributive maintenant, c'est d'abord le niveau de revenu, ensuite consommation, et troisièmement, niveau de richesse ou bien patrimoine. Donc, c'est trois éléments ça, qui prennent en compte pour que vous dites, eh bien, un impôt équitable en référence à la capacité contributive, ça veut dire impôt ça, il y a une limite situation financière et économique mon cap payer là. Donc, là, nous faisons lumière sur deux principaux critères ça, eh bien, un dernier concept qui de poids, qui d'importance, c'est le concept de la croissance inclusive. Eh bien, qui sont remarqués, puisque l'impôt a trois fonctions, la première fonction de l'impôt est la fonction financière, à savoir permettre à l'État d'avoir des ressources. Deuxième fonction impôt a son fonction économique, ça veut dire il faut que l'impôt a un environnement et qu'il faut faciliter la création de la richesse. Et troisième fonction, c'est la fonction sociale, parce que l'impôt lui permet l'État d'intervenir dans l'activité économique, l'activité sociale, pour réguler, influencer le comportement des agents économiques comme des citoyens. Donc, la notion de croissance inclusive, c'est une notion qui paraît un peu nouvelle pour nous, mais cependant, on est lié à la notion de développement. Autrement dit, l'on parle de développement, on parle de répartition. L'on parle de croissance, on parle d'augmentation des richesses. Autrement dit, le développement n'est pas la croissance. Donc la croissance est une étape qui conduit au développement. De même que la croissance inclusive, eh bien, a pour élément d'association le développement. Mais le terme de croissance inclusive, il baille à concept croissance là, il y a l'autre contenu. De vous dire inclusive, c'est-à-dire son richesse qui fait côté tout le monde là-dedans. Il faut tout le monde joindre. Autrement dit, l'on prend un concept de croissance inclusive là, il demande que pour l'économie, il faut le croître. Deuxièmement, il faut le soutenir. Troisièmement, il faut que la croissance soit diversifiée, à savoir que plusieurs secteurs participent dans l'enrichissement de l'État, pays. Et troisième élément, il faut le partager. Donc, lorsqu'on parle de croissance inclusive, eh bien, ça veut dire que l'argent l'État collecté sous forme d'impôts
de citoyens, eh bien, la pour ouvrir des opportunités aux citoyens. Autrement dit, les couches vulnérables, il y a des droits au service public. Et nous allons plus loin, comment croissance inclusive là, ils sont éléments essentiels aujourd'hui pour l'État de droit, pour les États modernes. Donc, ça veut dire que certains auteurs allaient plus loin, ils disent croissance inclusive ou croissance pro-pauvre. Donc, c'est une croissance qui ouvre pour le monde défavorisé, pour tout le monde qui a participé à l'année. Autrement dit, ce n'est pas seulement catégorie monde. Il m'a rappelé, nous, rapidement, du 9 au 15 octobre 2017, Mme Christine Lagarde, présidente du Fonds monétaire international, il a dit à Harvard, il dit il faut refaire la toiture. Parce que ça a remarqué, il prévoit une augmentation de croissance, mais il gagne un sentiment que ça bénéficie à une catégorie de monde. Alors, pour montrer que son préoccupation aujourd'hui de tous les dirigeants, quels qu'ils soient politiques, qu'ils soient dans le domaine des finances, dans le domaine de l'économie, etc., à savoir la répartition des richesses. Donc, une fois que nous finissons d'entendre nous là, sous ça nous avons 1. La politique fiscale, 2. Le concept d'équité, 3. La croissance inclusive, eh bien, nous avons voir comment nous avons développé le thème. Eh bien, pour développer le thème, ça, nous avons 2 parties là-dedans. Première partie de la garde, les prêts font survol des ressources fiscales, ressources financières du pays. Rappelez-nous, nous connaissons, vous parlez de fiscalité, vous parlez des impôts, des droits, des taxes que l'État a prélevées. Et c'est source privilégiée de financement des dépenses publiques. Maintenant, lorsqu'on parle de structure fiscale, mettant tête tout, eh bien, vous mettez d'un côté les impôts sur la dépense, de l'autre les impôts sur le revenu. Mais qui ça marqué? Eh bien, dans tous les pays en développement, les impôts sur la dépense sont privilégiés par rapport aux impôts sur le revenu. Et c'est ça, c'est pas une donnée qui est dictée par la situation, parce que les revenus étant peu élevés, tout l'effort fiscal se concentre sur les impôts sur la dépense. Donc, lorsqu'on prend structure fiscale à Haïti, on va remarquer qui ça. Impôt sur le revenu, il boit environ 25% des ressources. Les droits de douane allaient jusqu'à 30%. La taxe sur chiffre d'affaires et aux droits, incluant droits d'assises, il faut environ 30%. Les autres droits, tels que enregistrement, etc., il faut 15%. Donc, mais comment structure fiscale Haïti a présenté? Donc, c'est ensemble ça qui, en principe, réglementé rapport nous-mêmes, citoyens, contribuants avec l'État. Sur revenu, nous payons, le nous importé, nous payons, le nous demandons service, nous achetons terrain, nous payons impôts, etc. Donc, où est comment pour répartir en Haïti? Maintenant, sous ta référé à recette l'État, nous avons un document que nous recevons de l'ISC. Vous pouvez remarquer que, eh bien, recette fiscale sur plusieurs années. Eh bien, sous prend recette totale, vous prévoit collecter des agents économiques et pour la population pays, c'est comme si chaque monde dans le pays, en 2013, a payé 4200 gouttes. 2014, chaque monde a payé 4400 gouttes. 2015, 5400. Jusqu'à arriver à 2017, tu as fait 7137 gouttes. Donc, c'est ça, nous avons les cotisations moyennes per capita. Ça a représenté où elle est très faible pour un pays. Ils ont payé 10 millions 5, ou on dit 10 millions 8, et voilà que, ensemble de ressources qui prévoient, eh bien, où est très faible, et yo complété par les dons, les emprunts, les bons du trésor, etc. Donc, ça montre que nous avons un environnement côté recettes fiscales très faibles pour financer les dépenses publiques. C'est pour cela, pour bien comprendre le système fiscal là, en dehors de structures fiscales qui ont répartition, impôt sur dépenses et impôt sur revenus,
côté les impôts sur la dépense sont plus importants que les impôts sur le revenu, eh bien, l'autre élément qui est important pour vous, c'est ce qu'on appelle la pression fiscale. Eh bien, lorsqu'on dit pression fiscale, il y a des gens qui confondent parce que c'est répression. Eh bien, ce n'est pas la répression, c'est un concept, c'est un ratio. Eh bien, pression fiscale là, c'est le rapport qui gagne entre ensemble de recettes de prélèvement gagnés sur ensemble des biens et services que vous produisez, que vous les produits intérieur brut. Alors, ratio, ça, il est important pour tout le monde qui a analysé performance fiscalité. Eh bien, qui sont remarqués en Haïti. Eh bien, pression fiscale, nous gagnons en 12 et 13% comme ça. Qui ça veut dire? Sous chaque 100 gouttes de revenus que le pays a produit, l'État prend 13 gouttes. L'État prend 12 gouttes. Mais les gens qui sont spécialistes qui ont interprété sur ça, ils sont arrivés à la conclusion ça. Ils disent, de pour une pression fiscale la faible, pas de service public. De pour une pression fiscale là élevée, attendons à ce que les services publics en qualité et en quantité acceptable. Donc, lorsque l'État prélevé petit comme sous vous, pas de moyens pour bon service. Alors, question à poser là, est-ce que pression fiscale là, les résultats d'une juste répartition de l'impôt, ou bien les sorties d'une mauvaise répartition qui t'a sorti dans le fait que l'administration n'a pas suffisamment de moyens pour contraindre les contribuables à produire de bonnes déclarations ou arriver à une collecte juste de l'impôt. Donc, l'on prend deux éléments, eh bien, nous allons attirer l'attention sur le potentiel fiscal. Il faut voir qui ça fait ça. Qui ça nous manque? Eh bien, nous remarquons comme potentiel fiscal, ça nous gagne. Nous gagnons de quelques grandes entreprises. Secteur public, nous gagnons 12 entreprises publiques, notamment au Cap-Cité, au NA, au FATMA, etc., APN, les presses nationales, Semana, etc. Au nombre de 12. En plus de ça, vous avez d'autres organismes tels que FAES, BMPAD, etc. Vous avez 84 000 fonctionnaires et contractuels qui sont dans le secteur public. Là. Vous avez 10 banques, dont 9 banques commerciales et la BRH. Le potentiel fiscal. Vous avez environ 500 grands importateurs. Vous avez 650 ONG qui sont sous contrôle de l'UCAONG. L'UCAONG, c'est l'organisme qui, en principe, gère, assure le suivi des ONG. Vous avez environ 169 écoles privées. Des centres d'enseignement supérieur qui bordent 58. Vous avez 201 pharmacies qui sont enregistrées suivant le ministère de la Santé publique. Partis politiques, vous avez environ 200. Ça veut dire que vous avez environ 32 000 Haïtiens par parti politique. Et au niveau de la direction générale des grands contribuables, ça veut dire entreprises qui gagnent un chiffre d'affaires qui est égal ou supérieur à 40 millions, et bien entreprises, ça y est au nombre de 500 environ. Ça veut dire que c'est ça en gros qui est le potentiel fiscal. Là. Maintenant, on va compléter avec les employés du secteur privé, les opérateurs du secteur privé. Ouais, ça le fait où? C'est-à-dire que l'on regarde ça, ouais, nous pas gagné un marché qui est trop large. Donc, ça veut dire, l'on prend ça, c'est lui qui va permettre l'État d'exercer droit d'imposer pour demander moun payer impôt. Donc, moun payer impôt à titre individuel, comme moun payer impôt à travers entreprise, c'est-à-dire sous bénéfice qu'on réalise. Maintenant, en potentiel, ça, structure fiscale, ça, pression fiscale, ça, ouais, qui nous environnement qui on dit qu'il y a haut risque, parce qu'il y a des facteurs pour nous considérer. Par exemple, là nous prenons
éléments tels que, on va regarder indice de développement humain. Haïti, 0,48. On prend, en dehors du développement humain, qui a rapport avec la scolarisation, la qualité de la vie, l'espérance de vie, 0,48. Au niveau de la région, Amérique latine et la Caraïbe, eh bien, c'est 0,71 relié. Et quand on prend la République dominicaine, les 0,71. Cuba, indice de développement humain, les 0,77. Or, son élément important, ça veut dire que la qualité de la vie n'est pas à un niveau qui est enviable. Or, on va parler de croissance inclusive, il dit qui ça? Il dit que faut un service public, accès à l'eau, accès aux soins de santé, accès à l'éducation. Donc, je vous dis, il y a la CAINO, 0,48. Donc, ça, mais pour tout interpeller, on pourrait pratiquement, est-ce que politique fiscale nous gagne, est-ce que le débouché effectivement sur la croissance inclusive? L'autre élément mentionné aussi, pas oublier, puisque le potentiel fiscal là, nous avons 386 km de frontières qui sont remarqués. Nous avons 4 points officiels qui sont ouverts. Dernièrement, après une intervention d'une autorité qui dit qu'il y a plus d'une centaine de points de passage. Ça veut dire que c'est presque en moyenne à chaque 3 km où on point de passage. Donc ça veut dire que vous avez une frontière qui est poreuse. Et ce que nous dit là aujourd'hui, les bombes qui remontent à 2018, non, déjà en 1905, il a regardé des statistiques, importation, exportation de café, eh bien, il y a un constat qui a été fait, qui a dit que, eh bien, chiffre yo gagne yo pas dit vérité parce que tenant compte du caractère, je dirais, très faible de l'administration des douanes. On n'a pas 1905. Donc, l'on prend ça et regarde yo, eh bien, où est que il y a un problème. Le problème qui gagne, c'est que les recettes fiscales sont largement insuffisantes et l'environnement en tant que potentiel fiscal n'est pas suffisamment intéressant pour collecter important. Mais à tout cela, il y a aussi la faiblesse de l'administration pour collecter les impôts. Bien entendu, dans le cadre de travail que nous faisons, pour nous comprendre, nous, eh bien, nous allons voir la deuxième partie, qui c'est par exemple, quelles sont les mesures qui prennent d'ordre légal et d'ordre administratif qui permettent de nous arriver à connaître fiscalité avec la croissance inclusive. Et c'est là pratiquement au niveau des mesures légales. Première mesure gagnée, et ça a son point qui est répété par plusieurs auteurs, eh bien, c'est arriver à des modalités plus souples d'imposition des MPE, des moyennes et petites entreprises. Je dis, pour une entreprise légalisée, ça coûte au moins 15 000 goudes, au moins 20 000 goudes. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous gagnons des modalités plus souples pour les MPE. Deuxième mesure que nous gagnons, nous dit, c'est l'établissement d'un régime forfaitaire simplifié pour les opérateurs du secteur transport propriétaire d'un véhicule. Donc, si quelqu'un a plusieurs véhicules, c'est pratiquement quelqu'un qui a une plus grande surface financière qui doit être traité différemment. Troisièmement, c'est la définition d'un statut fiscal pour l'entrepreneur agricole. Il est anormal que dans notre législation, il n'y a aucune disposition particulière relative à l'entrepreneur agricole. Donc, il faut qu'on en tienne compte. Parce qu'on parle de fiscalité inclusive, on parle aussi de croissance inclusive. Quatrième élément, c'est incitation à la distribution des dividendes dans les sociétés contrôlées par les Haïtiens. Là, c'est un point qui est important. Le panorama des affaires haïtiennes en Haïti
renferme beaucoup plus d'entreprises de famille. Même lorsque vous voyez une société anonyme, mais en fin de compte, les propriétaires, ce sont les membres d'une même famille. Donc ça veut dire, si vous suivez les chiffres, vous allez constater que la distribution de dividendes ne se trouve pas dans la pratique de l'environnement des affaires en Haïti. Et quand vous suivez l'actualité, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment très peu de sociétés effectivement anonymes. Donc il faudrait encourager la distribution de dividendes. Juste en principe pour éviter la double imposition, puisque au niveau de la société anonyme, on paie l'impôt sur le profit et le profit distribué aux actionnaires est à nouveau imposé. Donc, au niveau de la société, on paie 30% et le résidu, ça veut dire si l'entreprise a un profit de 100 gouttes, on l'impose à 30%, ce qui donne 30 gouttes d'impôt, le résidu est de 70 gouttes. Eh bien, si ce montant est distribué aux actionnaires, l'impôt est de 20%. Ça veut dire, ça vous fait près de 44% d'impôt sur un profit de 100. Le cinquième élément mentionné, c'est réaménagement de l'imposition des personnes physiques en fonction de l'inflation qui est aujourd'hui à 13%. Un nouveau barème s'impose. Nous reprenons, nous attirons l'attention sur un point. En 2005, il y a eu un barème d'imposition qui a prévu un minimum imposable de 60 000 gourdes. En 2005. 13 ans après, ce nouveau barème, ce barème est encore d'application. Certes, le nouveau budget 2018-2019 a prévu un nouveau barème. Mais ce nouveau barème a-t-il tenu compte de l'inflation? Parce que si l'inflation est à 13%, ça veut dire le revenu de 100 gourdes est ramené à 87 gourdes. Donc dans tous les pays, on tient compte du phénomène de l'inflation et d'ailleurs, c'est une disposition qui remonte à 2005, à savoir que l'État avait pour obligation d'indexer le barème d'imposition en fonction du taux d'inflation. Nous avons attendu 13 ans pour corriger ceci. Souhaitons que ce nouveau barème soit en harmonie effectivement avec la réalité économique. Sixième point que nous gagnons, c'est le droit de fermage. Qui ça nous manque? Le droit de fermage, tel que institué là, il prévoit un droit uniforme. Ça veut dire, l'homme fermier de l'État, ou un seul qu'on doit payer, dans quelle que soit commune qu'on est. Nous pensons que dans le cadre d'une répartition juste et prise en compte de la réalité économique, eh bien, il faut le droit de fermage là, l'établi en fonction des classes de communes. Ça, c'est un point qui est important. Et l'autre point qui est important, il faut que le droit de fermage là, les répartit entre les communes et l'État central. Aujourd'hui, cet impôt, les recettes provenant du droit de fermage, sont collectées par le pouvoir central et les communes n'ont rien à voir. Alors que la Constitution prévoit que les communes sont gestionnaires privilégiés des biens du domaine privé se trouvant dans leur territoire. Septième point, c'est créer un impôt sur les propriétés non bâties. Encore une fois, c'est la relation entre la fiscalité et la croissance inclusive. Il faut que tout le monde paye parce que les retombées doivent être en principe pour tout le monde. Le huitième point, c'est signer des conventions d'échange d'informations avec les pays ayant le pays, de façon à ce que le pays puisse lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Là, c'est un point, je dirais, incontournable. Aujourd'hui, tous les pays cherchent à rentabiliser, à maximiser leur système fiscal, collecte des impôts. Donc, or, un des points essentiels, c'est la conclusion de conventions avec d'autres pays pour lutter contre la fraude
et l'évasion fiscale internationale. 9e point, n'est pas des moindres, c'est l'obligation pour Haïti d'intégrer effectivement le Forum mondial. Le Forum mondial, je dirais, c'est une entité dont Haïti est membre, récemment intégré. Donc, il faut que Haïti tire avantage de ça. Qui ça Forum mondial là? Il permet que Haïti ait accès à toute information concernant les entreprises multinationales et aussi concernant l'activité des gens qui ont des revenus de partout, incluant en Haïti. Donc, le Forum mondial a un grand rôle. Et l'autre point qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le groupe des inspecteurs des impôts sans frontières. Eh bien, pour rentabiliser la collecte des impôts, eh bien, ce groupe constitué de spécialistes liés aux Nations Unies, eh bien, ce groupe est prêt à assister les pays en développement pour rentabiliser le système fiscal. Vous pouvez voir sur Internet, eh bien, inspecteur des impôts sans frontières. Et 10e point, eh bien, puisque l'environnement que nous avons est un environnement qui n'est pas caractérisé par le civisme fiscal, il faut légiférer sur l'amnistie et la criminalisation de la fraude fiscale. Donc c'est un point d'une grande importance, à dire il faut penser à l'amnistie, il faut aussi criminaliser la fraude fiscale. Ce sont les mesures à caractère légal. Au niveau des mesures administratives, eh bien, il y a un décret d'une grande importance qui a été pris en 1996. Ce décret stipule ce qui suit. Eh bien, ce décret permet de récompenser les indicateurs d'infraction douanière. Un décret qui remonte à juin 1996. Ça s'appelle part de saisie. Eh bien, d'après ce décret, tout indicateur, tout citoyen qui permet à la douane de déceler, de détecter une infraction douanière, il a droit à 25% des amendes. Ça veut dire, l'outil légal est là. Donc, il s'agit de faire la diffusion pour que la société civile soit impliquée. Deuxièmement, il faut rompre avec cette vieille pratique de modification des textes de loi à travers le budget. Le troisième élément, c'est la divulgation des procédures d'application. Il faut tout le monde au courant comment la loi appliquée, comment l'interpréter. Ce n'est pas chaque agent qui peut improviser pour l'interpréter un texte de loi, ou même, ou tu as le pays aujourd'hui sous telle lecture, telle compréhension, ou arriver au jour, monsieur ou madame, ou font erreur, pas comme ça pour interpréter. Donc, ceci veut dire qu'il faut renforcer le formalisme fiscal. L'autre élément que nous gardons encore, c'est la professionnalisation et la responsabilisation des agents du fisc. Il faut un code d'éthique, un statut particulier. Ensuite, 5e élément, amélioration des relations entre l'administration fiscale, l'administration centrale, les mairies et les organisations socio-professionnelles. Il est normal que DGI, la douane, le ministère des Finances aient de bons rapports avec les chambres de commerce, les associations patronales, professionnelles. Et, 6e élément, c'est exploitation en temps réel des données de la douane par la DGI. Ça nous dit là. Il n'est pas normal. En 1979, pour qu'on ait assez de facilité technologique, DGI était qu'on recevoir régulièrement des rapports de la douane. Eh bien, ça fait des années, on pas arriver à ça. Je vous dis,
alors que la technologie est là. Donc il faut intégrer les NTIC dans la recherche du renforcement de la collecte des impôts. Et une chose nous souhaiter, c'est que DGI et douane travaillent de concert et que le monde des portes marchandises, DGI tout au courant. Septième élément que nous gagnons, c'est le patrimoine de l'État. Est-ce que l'État compte ça le posséder? Aujourd'hui, nous pensons, dans le cadre d'une politique fiscale qui est orientée vers l'inclusion et vers la croissance inclusive, il faut que l'État évalue le patrimoine. C'est le plus grand agent économique. Et dernier élément que nous gagnons, eh bien, c'est une base de données. C'est le seul pays nous qui a fait fiscalité sans information. Aujourd'hui, ça vous remarquez, sur les réseaux sociaux, toutes les informations sont rendues publiques. Mais qui est-ce qui fait le suivi? Aujourd'hui, sur une nouvelle liste, on voit ce que coûte un ministre au pays, ce que coûte un premier ministre au pays, etc. Qui fait le suivi? Or, qu'est-ce qu'il y a? Je profite de cette occasion pour rappeler quelque chose. Eh bien, les grands dignitaires de l'État sont à haut risque fiscalement. Pourquoi? C'est parce que la structure de leur rémunération prévoit une retenue peu élevée par rapport à l'ensemble des revenus. Donc tout le poids va venir au moment de produire la déclaration définitive d'impôt. Exemple, quelqu'un qui a $4 000 pour frais de résidence, qui a 100 000 gourdes de charge téléphonique, qui a 50 000 gourdes pour frais de carburant, tout montant ça est imposable. Ça peut arriver, le prat fait déclaration d'impôt, si c'est pour le monde qui est informé, pour te connaître sous chaque comme ça, vous te font provision 30%, entre 25 et 30% d'impôt, les pral dans problème. C'est ça qu'il faut, ouais, en pile fois, eh bien, les fonctionnaires, ils courent pour affaire fiscale. Et dernier point nous gagnons, nous dit, il faut une base de données. Base de données, ça, il faut lui prendre en compte ensemble d'informations dans le pays. Au fond, un contrat avec l'État, il faut quelque part, tu as un rapport, que tu as des informations transmettre. Ou si on a un marché, CNMP, il faut le passer au niveau de la DGI, base. Ou acheter un terrain, information disponible. Ou aller dans APN, ou font une transaction. Ou aller dans N, c'est pareil, ou aller dans DINEPA, etc. Donc, il faut que nous ayons une base de données. Autrement dit, le système fiscal haïtien, pour qu'il soit effectivement rentable, il faut que vous gérez l'information. Donc, en définitive, ensemble de mesures à caractère légal et administratif, ça vous pourrez déboucher son fiscalité de rupture. Côté, par exemple, le contribuable l'a davantage intéressé produit de bonnes déclarations parce que il connaît, l'a payé et l'a obtenu service en retour. Mais c'est pour ça, nous avons dit, environnement fiscal nous aujourd'hui, eh bien, nous avons dit que, eh bien, les marchés côte à côte avec la complaisance fiscale. Et pas que pas un effort fait, non, mais il y a plus d'effort pour faire. Pourquoi? Parce que lors de fiscalité non inclusive ou dit complaisance fiscale, c'est deux voies parallèles avec croissance inclusive. Qui ça, fiscalité non inclusive, baou? Qui ça, complaisance fiscale, baou? Li baou est à faible. Li bon pauvreté. Li bon pratiquement le désespoir. Li bon l'envahissement des endroits urbains qui viennent ruraliser et puis qu'on y a milieu rural venu urbaniser. Maintenant, soit vivre aujourd'hui là. Ça veut dire, nous, à la croisée des chemins, nous n'avons pas le choix. Le choix de la croissance inclusive, c'est le choix des États modernes. C'est une quête de l'État de droit. Et dans le bagay, je dis à là,
par rapport à la multiplication des besoins et rareté ressources, eh bien, c'est bonne gouvernance, c'est transparence, ça va justifier le contrat entre le citoyen et la nation. C'est à ce seul prix que nous avons construit un pays et nous avons dit je réclame mes droits parce que j'ai accompli mes devoirs. Donc, c'est sous mot ça qu'on va quitter nous et m'espérer prendre des barreaux, nous avons des questions pour nous clarifier, ça mérite clarifier. Merci beaucoup.